Au milieu d'une situation sécuritaire catastrophique, la RDC s'apprête à aller aux élections dans les prochains mois. Processus de tous les enjeux, c'est surtout l'occasion pour les politiques de se faire entendre, soit pour accéder au pouvoir, ou comme ce sera le cas pour notre invité de ce soir, dit Demeuré, porte-parole de l'UDPS Junior Koudoura, c'est lui que l'on reçoit. Que va-t-il se passer? Comment? Avec qui? Pour ne pas dire quand, parce que la question revient encore. Toutes les réponses, c'est dans ce numéro spécial d'invité. Bonjour et bienvenue, Junior Koudoura. Bonjour Christopher et merci de me recevoir une nouvelle fois sur Télé 50 et dans votre émission pour décortiquer l'actualité. Actualité oblige justement, la situation sécuritaire, comme je l'ai annoncé dans cette émission à l'entame, est en train vraiment de bouger. Le pays, peut-être à Kinshasa, l'on ne ressent pas suffisamment cela dans le débat, parce que l'actualité ne manque pas, notamment élections, règlements, visite papale et tout cela, mais les rebelles sont en train d'avancer parfois avec beaucoup de facilité. Au niveau de l'UDPS, comment vous appréhendez cette situation? Non, les rebelles sont en train de reculer. Ce qui s'est passé, l'actualité relative à l'avion notre avion qui aurait été attaqué, démontre à suffisance que la tension est à son comble à l'est du pays, démontre à suffisance que les efforts sont faits par la RDC, nos FARDC et notre population mobilisée de faire bloc contre le Rwanda. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces derniers événements ont démontré que le chef de l'État est résolument engagé dans un bras de fer avec le Rwanda et que plus que jamais, donc, notre pays dit non à l'incursion rwandaise dans le Congo. Jamais auparavant, des tensions étaient à un tel niveau de pression au point que des avions soient bombardés par des missiles, etc. Donc, plus que jamais, ça démontre à suffisance que le chef de l'État est résolument engagé dans la guerre contre la perdition de notre pays. Mais le Rwanda bombarde un avion de chasse congolais dans l'espace aérien congolais. C'est une action. Mais la RDC en retour fait quoi? Publie un communiqué, tout simplement. Il n'y a pas de communiqué. Nous sommes en conflit armé avec le Rwanda. L'événement de l'avion est un événement parmi tant d'autres, notamment sur les combats qui se passent sur terrain également. Donc l'avion, c'est ce que nous avons vu, mais sur terrain, nous combattons, nous protégeons nos frontières. Et les choses se passent de telle sorte que le Rwanda se sent obligé de faire des communiqués à travers son président Kagame qui accentue les communiqués pour démontrer qu'il y a une guerre qui est faite contre lui et qu'il est pointé du doigt et démasqué aujourd'hui. Donc plus que jamais, la RDC et le président est défendu et défend son pays et plus que jamais, le Rwanda est mal à l'aise. Mais avant cela, le gouvernement a accepté l'entrée sur le territoire congolais des forces régionales, de l'UAC, notamment que l'on ne sent pas sur terrain. Parce que depuis qu'ils sont arrivés, on n'entend pas parler de leurs exploits ou ne serait-ce qu'une balle tirée pour repousser l'ennemi ou des positions en France. C'est un conflit géopolitique, un conflit qui dépasse nos frontières. Évidemment, il fallait prendre en compte les considérations et l'apport des forces internationales qui estiment que ce conflit, s'il déborde, et quand il débordera de trop, aura des conséquences sur le pays frontalier, donc il fallait les impliquer. Mais ce combat, il est le nôtre. Il est mené essentiellement par les FARDC, tel que ça doit l'être par un pays qui se respecte. Donc nous comptons sur nos FARDC principalement. Après, les forces régionales qui viennent et qui proposent leur soutien, pourquoi pas, mais nous restons focus sur les FARDC et le travail que nos forces font sur terrain. Junior Koudoura, au regard de cette situation clairement grave, nous sommes en pleine année électorale. On espère que ces élections auront lieu parce que le gouvernement a semblé dire dans un des paragraphes de son communiqué que cette situation qui déstabilisait le Congo pourrait causer du tort à ce processus électoral justement. Mais allons dans l'hypothèse où il y aura bel et bien l'élection. Vous, au niveau de l'UDPS, vous porte-parole, vous jeunes, comment vous percevez le profil du politique post-2023 au regard de la situation actuelle de la RDC? Effectivement, vous l'avez dit, la situation à l'est du pays fragilise les efforts faits par le chef de l'État pour des élections en fin d'année. D'ailleurs, je précise ici que si le chef de l'État ne voulait pas d'élections, il laisserait l'insécurité se propager à l'est pour avoir un justificatif. Mais les efforts sont faits pour des élections. Par rapport au profil de nos politiques, le premier mandat du chef de l'État a commencé avec 1 année et demie de rapport de force entre le FCC et l'Union sacrée. Et on a compris qu'il était primordial, plus que des élections présidentielles, le vrai enjeu, c'est pas les présidentielles, c'est les législatives. Le vrai pouvoir, c'est la force que vous avez au Parlement. Et les Congolais ont compris, et le chef de l'État a bien et bien intégré le fait que l'enjeu des élections, c'est les législatives. Parce que le mandat du chef de l'État a été ralenti dans sa mise en application du programme de par les 1 année et demie de blocage. Et ce blocage s'est décanté lorsque les députés qui faisaient le bloc FCC ont traversé de l'autre côté de l'Union sacrée. Et donc, on a constaté que les mêmes 500 députés, un jour,
crée un blocage, un jour débloque le blocage. Ça démontre en fait le manque de constance dans le chef des députés qui était au Parlement. Aujourd'hui donc, l'enjeu c'est l'élection des nouveaux députés. Donc il donne un tout petit peu raison à Joseph Kabila qui avait dit au moment où ils étaient en train de partir qu'il coûterait cher à la République et après on demandera qu'il puisse retourner d'où il venait. Il donne surtout raison au chef de l'État Tshisekedi qui a dit qu'il comptait sur les jeunes et qu'il comptait sur un renouvellement de la classe politique et que la chose politique, la chose de la gestion publique était une chose à laquelle les jeunes devaient s'emparer pour après prendre leur destin en main. Aujourd'hui le profil, vous m'en parlez, nous cherchons Congolais de tous bords, nous cherchons de la compétence avant tout. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'au Congo, nous ne votons pas, nos populations ne votent pas sur base des compétences des individus, mais sur base des aspects sociologiques. Et encore autre chose, c'est que la compétence, elle doit s'exprimer. Être député, c'est légiférer, c'est proposer des lois, c'est contrôler le gouvernement. Et pour ça, il faut de la compétence, il faut des acquis que vous avez au niveau primaire, secondaire, universitaire. Et il faut la passion du pays, il faut de l'engagement, il faut de la recherche. Et aujourd'hui, on constate quoi? On constate que sur les 5 dernières années, les députés qui sont au Parlement ont produit que très peu de lois à impact important pour la population. Très peu. Les propositions majeures, les réformes majeures qui ont été menées, ce sont les réformes qui ont été menées par les membres du gouvernement. Mais les députés eux-mêmes n'ont produit que très peu de lois qui ont vraiment marqué le changement dans le chef de la population. Or, il y a beaucoup de réformes qui auraient pu être impulsées par des députés qui sont compétents et engagés sincèrement pour le développement des populations. Alors vous parlez de la jeunesse justement, on a senti un fort mouvement. Déjà pendant cette opération d'enrôlement, on a vu une pré-campagne électorale, on doit l'appeler comme ça, des jeunes qui se sont manifestés, qui n'ont pas caché leurs ambitions. D'aucuns rejettent la faute sur le chômage, le taux de chômage élevé au pays qui pousse abusivement tous les jeunes à aller faire la politique. À quoi vous répondez à ce genre d'affirmation? Non, moi en tant que communicateur de l'UDPS et en tant que jeune, je pense que c'est pas l'afflux du chômage, je pense qu'il y a un ras-le-bol généralisé de la population. La population comprend que si les députés sont improductifs, parce qu'ils l'ont été durant les 5 dernières années, c'est l'improductivité des députés, mais c'est la responsabilité de nous les Congolais qui les avons votés. C'est-à-dire que si les députés n'ont pas été bons, et qu'à chaque 5 ans, nous nous plaignons du fait que nos députés ont été élus mais n'ont rien fait, c'est parce que nous avons mal voté. Donc il faut s'enrôler pour voter, mais surtout pour bien voter. Et les jeunes ont compris, les populations ont compris que, en fait, l'avenir des jeunes dépend d'eux. Donc autant se faire élire soi-même et gérer son avenir, plutôt que d'élire des gens qui, une fois élus, ne feraient pas grand-chose. C'est vrai que sur terrain, on donne des pannes, des t-shirts, mais c'est une mauvaise habitude. Le travail des députés est un travail intellectuel. En fait, c'est un travail de réforme. Vous allez sur le terrain, vous constatez le mal sociétal et vous allez au Parlement proposer des modifications de textes ou des innovations de textes pour réformer la société et l'améliorer. Mais qu'est-ce que ceux qui sont là actuellement n'ont pas fait, que les jeunes pourront faire? Mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, d'abord, il faut un rajeunissement de la classe politique. Pourquoi? Parce que une personne qui a 65 ans, qui est au coucher de sa vie, ne peut pas parler pour la jeunesse. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, les problèmes de la jeunesse sont connus par les jeunes et maîtrisés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans notre pays, on a vu le chef de l'État se déplacer à Dakar pour promouvoir l'investissement dans le secteur agricole congolais. On constate qu'en RDC, les grandes universités ont essentiellement comme faculté importante la faculté de droit et d'économie. Mais notre pays, il est agricole. 80% de terre agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pays, c'est un pays d'agriculteurs. Mais si nous formons sans cesse des juristes, des économistes, nous formons des profils qui ne correspondent pas au potentiel de notre pays. Ça a 2 conséquences. Première conséquence, vous formez des économistes et des juristes qui sont des futurs chômeurs en puissance, parce qu'en fait, leur profil est hors cadre du potentiel. Et deuxième conséquence, ça fait que vous laissez votre potentiel, l'agriculture et les terres arables, vous les laissez à disposition des profils internationaux et investisseurs internationaux qui, eux, dans leur pays, ont des profils capables d'exploiter la terre. Voilà pourquoi je disais qu'en tant que député, un député aurait pu dire, par exemple, interpeller le ministre ou poser une question ouverte au ministre, une question orale au ministre, ou écrite d'ailleurs au ministre de l'Agriculture, par exemple, pour dire, et de l'enseignement primaire et secondaire, pour dire pourquoi dans notre pays, nous n'avons pas des facultés d'agronomie dans lesquelles nous investissons un maximum, plutôt que d'investir dans les facultés de droit et d'économie qui en soi ne produisent rien. Et donc on pourrait demander aussi au ministre de l'enseignement primaire et secondaire quels sont les fascicules, quels sont les programmes d'études de nos enfants qui incitent
nos populations, nos jeunes à l'école, à mieux connaître non seulement les capitales des pays étrangers, mais surtout à mieux connaître le potentiel de notre pays en termes agricoles. On pourrait demander à ces ministres-là pourquoi il n'y a pas une politique générale qui serait incitative dès l'école primaire où nous insérerions dans nos programmes et nos manuels scolaires des parties liées à l'agriculture pour former les jeunes. Également à l'université, des facultés agronomes beaucoup plus financées qu'est-ce qu'elles le sont aujourd'hui. Mais pour le moment, Junior Koudoura, vous parlez justement de ces jeunes qui ont été probablement déformés par la génération d'avant que vous critiquez, parce que je ne vois pas quel miracle ils pourront faire alors qu'ils sont allés à la même école de ceux que vous considérez aujourd'hui comme les vieux. Ils étaient leurs porte-parole, leurs atalakou, ils passaient dans les émissions de télévision pour s'insulter ou lancer des invectives. Il y a effectivement cette génération-là. Il y a effectivement comment différencier les mauvaises herbes des bonnes? C'est la sensibilisation. Il faut échanger. Il y a une responsabilité des Congolais, des jeunes et des plus âgés dans le choix et l'échec des députés. C'est nous qui les élisons. C'est pas comme des ministres qui sont nommés. Si les députés échouent, comme on dit, on a les responsables politiques que nous méritons dans la vie. Si nos députés ont échoué, c'est que nous avons échoué dans le choix des personnes. Ça, c'est un fait, c'est une responsabilité. Mais de deux, la compétence doit être le premier des critères. La question simple à poser à quelqu'un qui est candidat député, c'est qu'est-ce que tu vas proposer comme proposition de loi au Parlement pour régler telle question liée au chômage, telle question liée au pouvoir d'achat, telle question liée au travail. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans notre pays, dans le Code du travail, article 39 à 44, on a la disposition qui dit qu'au Congo, si vous avez 22 jours pour les emplois des prestations au jour le jour. C'est-à-dire que vous venez au travail, vous n'avez pas de contrat, mais vous prestez, par rapport aux prestations, vous êtes payé. Donc les engagements journaliers au jour le jour, si vous faites 22 jours journaliers consécutifs, au 23e jour, votre contrat, quand bien même il n'est pas signé, votre contrat devient automatiquement un CDI. Et donc, avec des sanctions et des pénalités à l'employeur qui vous emploierait sans régulariser votre emploi au jour le jour, qui deviendrait un contrat en bonne et due forme en CDI. La loi le prévoit. Mais les députés, s'ils ne lisent pas la loi, ils ne pourront pas défendre ce texte, qui est bon en lui-même, mais qui manque d'application. Et donc, il faudrait interpeller le ministre à l'Emploi pour lui dire, mais le texte, il est bon, mais est-ce que, un, il est appliqué? Deux, s'il n'est pas appliqué, quels sont les moyens et les méthodes que le ministère du Travail met en place pour suivre les employeurs qui emploient les gens au jour le jour, mais qui ne leur donnent pas de contrat de travail à l'issue des 22 jours de travail consécutifs? Et trois, quelles sont les méthodes, par exemple, une proposition, quelles sont les méthodes qu'on a pour avoir une antenne où les employés dans des travaux précaires, parce que ça c'est la précarité de l'emploi, pourraient dénoncer avec des preuves et des éléments probants les employeurs qui les emploieraient de manière abusive. Et voilà donc des propositions de loi que nous pourrions faire et des interpellations que nous pourrions faire pour améliorer le travail qui existe déjà mais qui est précaire au Congo. C'est des propositions concrètes qu'on peut faire ici. Vous parlez de compétences, ce qui est très bien, mais dans le Congo d'aujourd'hui, comme on le sait, et comme vous le remarquez déjà dans cette sorte de pré-campagne électorale, le Congolais, le Kinois en particulier, vote son frère, vote l'ethnie, vote la tribu, vote la camaraderie et rarement la compétence. Oui. Est-ce que ça ne va pas continuer, vu déjà les décors? Nous sommes un pays plein de contradictions. Autant nous nous plaignons de la qualité des députés qui sont là, qui nous représentent, autant 5 ans plus tard, nous serons toujours les mêmes qui voteront les gens parce qu'il est de ma tribu, ne tenant même pas compte du fait qu'il est incompétent et qu'il n'est pas qualifié, parce qu'il est de chez moi, je vote en pensant que la sociologie sauve le pays. Mais depuis qu'on est petit, on a toujours dit au Congo, non, pour des raisons de stabilité, il faut que les institutions du pays soient toutes représentées par les différentes provinces. Comme si l'équilibre sociologique développait et apportait la croissance. Mais c'est une théorie complètement fausse. D'abord, parce qu'elle n'a jamais été prouvée, économiquement, ni juridiquement. Et de deux, parce que dans les faits, notre pays, depuis 60, respecte les équilibres sociologiques dans la gestion de l'État, dans les différents remaniements qu'il y a. Il y a de la représentativité nationale partout, mais ce n'est pas un gage de croissance. Depuis toujours, nous respectons l'équilibre sociologique, mais je n'ai pas le sentiment que c'est ça qui est le moteur du développement. Moi, ça garantit une certaine paix sociale. Mais la paix sociale, c'est la croissance, c'est l'émergence, c'est le développement économique, c'est l'investissement, c'est la richesse. C'est ça la paix. Si vous voulez la paix, mettez la croissance. Par contre, à l'étranger, ça a été démontré que la compétence développe les pays. Mais au Congo, nous nous plaignons des députés, mais nous sommes nous-mêmes ceux qui les votons sur base de critères ethniques qui n'ont rien à voir avec la science et rien à voir avec des principes simples et avérés de développement économique d'un pays.
Et donc nous avons une responsabilité qui est importante. Effectivement, vous l'avez dit, le rôle des populations est très important, c'est elles qui votent et donc qui se trompent. Lorsque les députés sont mauvais, c'est parce que nous avons été mauvais dans les votes. Il faut donc conscientiser les populations à choisir des bons députés sur des bons critères. Et c'est très important, comme vous l'avez dit. Okay. Mais il y a aussi quelque chose de magnifique dans cette élection. En tout cas, c'est un premier test, mais on a vu que la diaspora allait participer aux prochaines élections de 2023. Il y en a beaucoup qui étaient à l'étranger, qui sont revenus au pays avec beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, on va donner quand même de la chance pour que ça se passe aussi au niveau de la diaspora, qu'ils puissent glisser un mot, parce que la gestion du pays les affecte aussi directement, qu'ils vivent ou pas sur le territoire national. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Un petit commentaire, c'est en tant que juriste et en tant que citoyen congolais, l'enrôlement et le vote est un devoir civique. Il est bon que les populations à travers le monde qui sont des Congolais votent. Il est bon parce que c'est un devoir civique et l'État se doit de mettre en place les dispositifs pour que chacun puisse exercer volontairement son droit civique, comme le font aujourd'hui les Congolais de l'extérieur. Et c'est la première fois que ça a été fait dans notre pays, il faut le souligner, ça n'a jamais été fait. C'est une réforme encore qui a été faite par le président Tshisekedi et qu'il faut encourager, et donc c'est une bonne chose. Deuxième chose, et là je parle en tant que Congolais, qui observe un peu ce qui se passe dans mon pays et qui a pu un peu regarder ce qui se passait en dehors, il est important que nos populations de la diaspora se réveillent, et se réveillent, j'insiste, parce que il n'est pas normal que ces populations, lorsque on leur demande pourquoi vous ne revenez pas au Congo, essayez comme le font tout le monde, elles nous répondent, ces populations de l'étranger, ces Congolais d'étrangers, non, nous souhaiterions que l'État nous garantisse certaines choses avant que nous rentrions, nous aimerions plus de sécurité. Mais d'abord, j'aimerais dire une première chose. Quand vous êtes parti en Europe ou en Amérique ou en Asie vous installer, qu'est-ce que l'Asie, l'Europe, l'Amérique vous a garanti en termes de sécurité sociale ou de sécurité tout court quand vous y êtes installé là-bas? Rien du tout. Vous êtes parti, vous avez essayé. Alors pourquoi est-ce que quand vous devrez rentrer dans votre pays, vous demandez à votre propre pays d'origine de vous sécuriser et de vous donner des garanties? Là où vous êtes allé, il n'y a eu aucune garantie, mais dans votre pays, vous demandez des garanties pour revenir sauver votre pays, alors que vous vous plaignez tous les jours de ce qui se passe dans votre pays. Ça n'a aucun sens. Et de quelles garanties vous parlez? Parce que je crois qu'en Europe, en Amérique, en Asie, vous avez cité, il y a quand même des garanties sur l'éducation, la santé. Tu vas pas tomber malade et mourir comme ici, par exemple. Mais les garanties, vous avez avec de l'argent en poche. Mais en Europe, quand vous partez en Europe, c'est pas parce que vous arrivez en Europe qu'on vous donne l'assurance maladie, le CPS, le Pôle emploi. Non. Vous faites des démarches. Vous partez sur base de rien, vous vous battez, vous allez acquérir des droits. Et c'est la même chose au Congo. Mais ici, on ne tire à rien du tout. C'est pourquoi je dis, cette théorie, elle est fausse. Pourquoi? Et j'allais y venir. Pendant que nous, Congolais de l'étranger, pendant que les Congolais de l'étranger, pour revenir au Congo, demandent des garanties de sécurité, des garanties sociales, des Libanais, des Chinois, des Indiens, des Européens, des Américains viennent au Congo chaque jour, de plus en plus nombreux, avec leur famille, s'installent, travaillent et prospèrent au Congo. Et sans demander aucune condition à la RDC. Et c'est grave. Ça veut dire que nous, pour rentrer chez nous, on conditionne notre retour au pays, pendant que les étrangers viennent au Congo sans condition et sans rien conditionner, et s'y installent et émergent. Pendant que nous, on se plaint sur les réseaux sociaux, le Congo, le Congo, le Congo. Mais les Européens, ils viennent ici. Les Américains, ils viennent ici. Les Indiens, ils viennent ici, ils travaillent. Et quand nous, on demande une sécurité, quelle est cette sécurité-là que nous voulons que les Européens oublient en venant ici? Ça n'a pas de sens. C'est au contraire les Européens qui auraient dû demander plus de garanties que nous pour revenir au Congo. Mais nous, Congolais, nous demandons des garanties sociales. Comme si en Europe, nous étions tous des millionnaires qui sont installés là-bas. Mais quand vous venez au Congo, comme dans tout pays, il y a des difficultés, il y a des challenges. Mais venez, c'est chez vous. Aujourd'hui, quand vous venez au Congo, sans visa, vous arrivez à l'aéroport, vous montrez votre tête, juste le nom, le poste-nom, le patronyme, vous avez un visa tout de suite. Mais c'est une mesure incitative. Quel encouragement voulez-vous encore d'autres? Et cette réforme-là, c'est le président Tshisekedi qui l'a amenée. Donc, quelle sécurité voulez-vous pour venir au Congo? On le lui reproche aussi. On parle d'une certaine diaspora qu'il a ramené ici au Congo et qu'il a déçu petit à petit. Il y en a qui sont allés en prison, il y en a qui sont rentrés finalement en Europe et qui n'ont pas apporté grand-chose. Est-ce qu'il faut continuer de compter sur cette diaspora-là? Non, moi je ne compte pas plus sur la diaspora que je ne compte sur les Congolais d'origine de Kinshasa ou de Bukavu ou de Goma. Je dis que tout apport est utile. Je dis qu'il n'est pas normal que les Congolais de l'étranger soient
tous les jours en train de critiquer le Congo, mais n'aient pas l'envie, le courage de venir essayer, ne plus que changer leur propre vie au Congo. Et de dire que les conditions ne sont pas réunies au Congo pour revenir, c'est faux, puisque les populations étrangères, les Américains, les Indiens, les Asiatiques, ceci, cela, reviennent au Congo tous les jours, beaucoup plus nombreux, et s'y installent, et prospèrent, dans des conditions tout à fait équitables. Bien sûr, certains d'entre eux, ces Européens, Asiatiques et Pakistanais, Indiens, viennent avec des fonds, mais d'autres commencent dans les marchés, en train de vendre dans les marchés, avec une petite boutique, et émergent, comme tout entrepreneur qui commence petit et qui émerge. Donc c'est possible de venir au Congo. Avec cet enrôlement, j'espère que l'engouement sera aussi là pour non seulement voter, mais après s'intéresser davantage au pays et revenir, et que les populations de l'étranger, qui sont congolaises, s'intéressent beaucoup plus et sont beaucoup plus participatives que passives, comme elles le sont aujourd'hui. Merci beaucoup Junior Koudoura pour cette analyse, en tout cas cette manière de réfléchir qui, je l'espère, pourra servir à la fois à la jeunesse, à toutes les personnes qui veulent se lancer en politique, aux dirigeants actuels qui ont encore une partition à jouer, parce que décembre ce n'est pas demain tout de suite, donc il y a encore beaucoup à faire pour sortir de la RDC de nombreuses situations vécues actuellement. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer, parce que l'enrôlement par exemple se termine dans quelques jours déjà. Enrôlez-vous massivement. Il s'agit de choisir vos députés. Que vous ayez apprécié le mandat actuel du chef de l'État ou non, il s'agit clairement d'exprimer sa voix. Il est facile de critiquer chez soi dans le canapé, de critiquer ce qui se passe, mais le premier des devoirs, avant d'avoir des droits dans ce pays, on a d'abord des devoirs en tant que Congolais et patriotes, c'est d'exercer ses devoirs. Moi, en tant que jeune, j'invite les jeunes à s'enrôler, j'invite les plus âgés à s'enrôler et à exprimer leur position. Plutôt que de le faire dans la rue, dans la violence, faites-le dans les urnes, exprimez votre position, choisissez vos élus sur base des critères de compétences et non pas des critères sociologiques qui en soi n'ont rien prouvé et ne prouveront jamais rien, mais la compétence sauve. Tandis que la sociologie n'a jamais rien amené dans ce pays de positif. On est sur du sociologique depuis des années et c'est pas pour autant que le pays se développe beaucoup plus vite. Donc enrôlez-vous massivement, chers Congolais, prenez vos engagements au sérieux en ce qui concerne le vote et donnez une majorité claire aux candidats de votre choix, tant au niveau législatif que présidentiel. Et nous, en ce qui nous concerne, nous soutiendrons le chef de l'État comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici. Merci beaucoup Junior Koudoura, porte-parole de l'UDPS. Donc communicateur de l'UDPS, c'est bien mieux. C'est donc normal que vous puissiez soutenir Félix Tshisekedi. Vous aviez déjà donné vos raisons lors de nos précédentes émissions. Exactement. J'espère qu'elles n'ont pas changé. Peut-être qu'il y a même des améliorations, parce que ça fait déjà les arguments sont là et nous aurons le temps d'échanger sur ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce numéro d'invité. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Je vous remercie.